Yes, bienvenue à Coué Podcast. On est avec Mélissa Lauzon et Alexis Harvey qui sont trappeurs, qui sont tanneurs aussi. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Super bien. Puis toi? Ouais, ça va super bien. Il y a un peu de pluie dehors. On est à La Tuque. Je suis content de me retrouver à La Tuque encore une fois pour l'émission Coué Podcast. En fait, un petit rappel, vu qu'on commence encore, le Coué Podcast, c'est une émission on amène des invités autochtones ou non autochtones dans les environs de La Tuque pour l'instant. On va voir plus tard si on peut élargir un peu nos horizons. Puis, on essaie d'intégrer les jeunes aussi dans de la communauté pour venir soit travailler ici, nous aider à installer les micros, installer les ordinateurs ou pour faire de l'animation aussi. C'est sûr que là, à matin, on n'a pas de jeunes, mais l'idée, c'est ça. Fait que, tu sais, on essaie de promouvoir. Fait qu'éventuellement, vous, si vous aimez votre expérience, ben, si vous avez des jeunes qui aimeraient travailler un peu dans le multimédia, autour de vous, c'est sûr que... On va faire la promotion, c'est sûr. Puis merci de l'invitation. Ouais, on est vraiment flattés d'être les premiers invités. Là. C'est un grand honneur. Je suis très content de vous avoir. Puis là, j'ai entendu, on s'est parlé un peu avant de commencer, j'ai entendu dire que vous n'avez pas de cellulaire. Non. Pas de cellulaire. Nous, on n'est pas dans cette génération-là. Non. On a vraiment décidé de faire... le vide par rapport à ça, puis de juste enlever ça de notre vie, de se désintoxiquer de ça après une aventure de 2 mois dans le bois sans cellulaire. Fait qu'on a vraiment décidé d'enlever ça de notre vie pour mieux vivre, dans le fond. Hein? Ouais, on a Internet à la maison, comme la plupart des gens, mais moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de cellulaire. Ah ouais, même pas? Bon, même quand ça a sorti, là, j'ai tout le temps... j'ai jamais eu ça. Si le monde voulait m'appeler, c'est chez nous à la maison, that's it, là. Mais c'est rare là, qu'on entend parler du monde qui n'a pas de cellulaire. Comment vous faites pour runner votre business si vous n'avez pas de cellulaire? À part l'Internet à la maison, tu sais, comme en ce moment, s'il y a quelqu'un qui vous appelle... il appelle au 523-5050. À la maison. Puis, à la maison. Numéro de la compagnie. Nous, on travaille à la maison. On est parents aussi avec nos enfants à la maison. Fait que veux pas, on est rejoignable pas mal en tout temps. Puis si on n'est pas là, il y a toujours quelqu'un à la maison là, pour répondre au téléphone. Fait que, on manque rien. C'est ça, on manque rien. Puis on est beaucoup actifs quand même sur les réseaux sociaux. Nos messages se prennent le matin, l'après-midi puis le soir. Puis nos abonnés sont au courant. Fait que de cette façon-là, on est vraiment rejoignable quand même. Ou comme les heures d'ouverture, on a tout le temps à la tannerie. Fait que les gens, des fois, ils se présentent. Puis pas de problème, ils ont tout le temps là pratiquement. Oui, c'est ça. Mais là, vous avez parlé un peu, venez de parler de votre voyage de 2 mois. Ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus là-dessus, mais j'aimerais ça quand même commencer à savoir un peu c'est quoi la business, c'est quoi vous offrez comme service. Okay. Ça vient de où un peu cette idée-là aussi? Je peux commencer par le début, puis tu poursuivras. Ouais, vas-y. OK. Dans le fond, au tout début, ce qu'on a décidé de faire, c'est que tout simplement, on était en réflexion, on était trappeurs. Puis, on voulait vendre nos fourrures, mais nos fourrures ne valaient plus rien sur le marché parce qu'on sait que le marché de la fourrure en ce moment est descendant. C'était à l'époque où ça commençait vraiment à descendre beaucoup les prix. Là. Ça veut dire quoi? À quelle époque, ça veut dire? Il y a 5 ans, dans le fond. 7 ans, là, ça commençait à... Ça veut dire que la business était bonne avant ça? Oui. Quand même. Pour les trappeurs. Pour les trappeurs. Parce que dans le fond, les trappeurs, ils ramassent, ils ont des quotas de peau, j'imagine, des quotas d'animaux. Vous êtes obligé de ramasser un certain nombre Quand tu as un territoire privé au gouvernement, tu es obligé de ramasser tes espèces, mais quand tu es en territoire libre, tu n'as pas de quota à atteindre. Tu n'as pas de quota. Puis vous étiez en territoire libre. Oui, on est en territoire libre. C'est ça. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé à griffonner sur un papier des esquisses parce que j'avais travaillé dans le design de mode. Fait que je commençais vraiment à faire des petites esquisses de vêtements avec un logo. Puis là, on n'était pas sûr au début de comment on allait appeler ça. Puis à un moment donné, j'ai juste regardé notre chien. Puis Maya, en fait, c'est vraiment de là que ça vient. Maya, c'est notre partenaire de trappe depuis nos tout débuts. Elle est là, elle part dans le bois, puis tu sais, elle sait où sont les boîtes à Marthe. Elle arrive avant nous sur le territoire. Fait que, tu sais, un peu de mes origines autochtones qui veut toujours léguer quelque chose puis être fière on a décidé d'appeler notre compagnie Maya à cause d'elle pour laisser une trace de sa présence dans notre vie. Puis c'est ça. Fait qu'on a commencé à appeler notre compagnie comme ça. Puis par la suite, on a dit pourquoi qu'on tannerait pas nos fourrures nous-mêmes? Parce que là, on faisait tanner par quelqu'un d'autre. Ça nous coûtait de l'argent pour faire de l'argent. Fait que là, ça marchait pas. Fait qu'on a commencé à faire notre tannage puis à faire des petits tucs là, sur notre table de salon. C'était dans le début des tucs à pompons, là.
Fait que, on était vraiment basic. Puis après ça, ben, la demande est venue pour des mitaines. Fait que là, on a grossi encore. Puis là... Tout ça avec les pots de votre trappe. Oui, Ouais, de exact. notre trappe, Ouais. au tout début. Fait que c'est une entreprise qui part vraiment du début de la recherche de la fourrure jusqu'à le travail, la tannerie, puis après ça, même la confection, puis la mise en marché. Est-ce que vous faites votre vente vous-même aussi? Oui. Par Internet, dans le fond, Oui. la vente en ligne? Exact. En ligne. Puis on se présente beaucoup dans les salons aussi de chasse et pêche. Ici, au Festival de chasse, on est beaucoup présent aussi. Fait que, tu sais, puis on y va de bouche à oreille aussi. Puis c'est vraiment comme ça que ça s'est développé. Puis là, ben la demande se faisait de plus en plus forte pour qu'on aille du tannage à la tuque parce que les tanneries, veux pas, c'est un métier qui s'en va, là, tu sais. C'est le plus vieux métier du monde, mais c'est plus commun d'avoir une tannerie à la maison. Fait que les gens nous demandaient beaucoup de le faire. Fait que là, on s'est dit, OK, on va s'embarquer. Fait qu'on a acheté une maison. On a a transformé notre garage en tannerie. Mais bateau. Ouais. Puis tout ça pendant que j'étais enceinte de notre première fille, Rosie. Puis l'histoire a été de fil en aiguille. Puis là, ça devenait de plus en plus gros. Puis là, il y a des gros noms qui se collaient à nous de l'industrie, veut pas, comme Stéphane Monette, des fermes Monette. C'était des gros noms quand même qui venaient se coller à nous, mais nous, on était encore tout petits. Il faisait quoi avec vous, Stéphane? Il a voulu faire tanner des pots? Non. Fait de l'agencement de trophées? Ou, lui, au début, il disait j'ai des fourrures. Il nous a aidé à se faire un inventaire en fourrure aussi. Puis il parlait de nous à gauche, à droite. Là. Puis comme les premières fois au Festival de chasse, c'est lui qui nous a fait comme rentrer au Festival de chasse, qui était comme le parrain, on pourrait dire. Oui. Fait que, c'est ça. Ça nous a donné un coup de main pour ça. Mais pour revenir à la tannerie, là, comme ça disait, oui, c'est ça. Vous avez doublé là, de grosseur, là, je pense. Ouais, c'est quoi l'idée de doubler quand, justement, l'industrie n'est pas si bonne, tu sais? Vous avez pris du monopole? Non, mais c'est la demande qui était là vraiment beaucoup, là, tu sais. Parce qu'au début, comme on va récapituler un petit peu, là, pour revenir au début de l'histoire, mais on faisait tanner, puis on a dit, on va l'essayer. Là, on a trouvé des informations qui étaient très vagues là-dessus sur Internet. Puis maintenant, il y a une compagnie qui avait fait des cassettes vidéo, puis ils expliquaient un peu les procédés de tout ça. Mais c'était très sommaire. Des vieux VHS, là. On s'est trouvé une vidéo pour écouter ça parce qu'on avait vous êtes allé magasiner un lecteur VHS. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Fait que là, on a réussi à trouver des informations, faire pris des notes, étudier un peu l'affaire. Ouais. Faut procurer des produits pour le faire parce que c'est pas tanné à la cervelle comme dans le temps. Oui, exactement, parce que c'est un tannage qui est très, très durable, même à l'eau. Mettons, sur le mouille, ben, il redevient à l'état originel, puis il ne déchire pas, rien de ça. Là, c'est conçu, c'est vraiment un tannage fait de très bonne qualité. Mais c'est ça, mais là, on a essayé de faire ça, mais il y a toute une école à apprendre à ça. Là, avoir une souplesse, parce que c'est très facile de gâcher une peau, mettons. Oui, mais habituellement, cet apprentissage-là, ça vient des parents ou des grands-parents ou de quelqu'un qui est proche de vous. Avez-vous quelqu'un qui était proche de vous pour vous apprendre ça? Bien, dans notre famille, on n'avait pas personne. Non, c'est ça. Un ami d'un ami qui est venu... en fait, le beau-père Alexis connaissait Jeannot Groslot, qui s'appelait. Jeannot, en fait, ça a été vraiment... C'est devenu notre mentor. On l'a rencontré une première fois, vraiment une rencontre très basique. Là, il ne nous donnait pas d'informations. C'est ça. Ouais, on garde les secrets de la science puis de l'art. Exact. Jeannot faisait ça depuis 45 ans. Fait que, c'est un vieux de la vieille, là, comme on va dire. Là. Il avait fait ça toute sa vie, puis avec les méthodes anciennes comme nouvelles. Oui, c'est ça. Il a commencé comme nous au début. Là, c'est ça, pour te dire, au début, l'étirement se faisait tout à la main. Là, on a une affaire pour étirer, je tire les peaux une par une à la main. C'est beaucoup de travail physique. Oui, vraiment beaucoup. Tu as beaucoup mal dans les mains. Tu passes des journées à dégraisser des ours aussi, puis à manipuler comme des peaux lorgnales. C'est très gros, c'est volumineux, puis c'est très pesant quand tu emmènes ça dans les bassins. Puis ça se vend à qui, ça, des peaux de même? C'est qui achète ça encore aujourd'hui? C'est souvent pour faire des mitaines, puis faire des chapeaux, pour faire des
des vêtements ou ben mettons comme une peau de loup, tu sais, y a-tu vraiment du monde encore qui achète ça comme décoratif? Oui. Les gens qui ont des chalets en bois rond souvent. Ben oui. Ou les gens qui sont pas trappeurs, mettons, puis ils veulent avoir une peau de loup, une peau d'ours ou des peaux spécifiques des fois, des peaux de lynx, des choses en même, tu sais, mais ils viennent nous voir. Mais la plupart de nos clients viennent des chasseurs, tu sais, mettons, ils ont tué un ours ou les trappeurs ont des belles fourrures de qualité pris dans la bonne saison, puis tout ça, ben, qu'on garde un loup, ben garde, mettons, un lynx ou des fois des castors de belles dimensions, des affaires en même, tu sais, ben, ils font tanner ou ben ils font faire des montages un peu comme l'ours, là, tu sais. Oui, parce que vous faites de la taxidermie aussi. Oui. La naturalisation, en fait. Exact. Puis ça aussi, ça vient de Jeannot, veut pas, parce que lui aussi, il était taxidermiste. Il était parce que maintenant, il est décédé. Mais c'est ça. La base vient quand même de lui, là, de ce qu'il nous a appris à faire. Puis les gens qui se sont soudés à nous aussi collaient beaucoup à Jeannot. Fait que... Jeannot, il vous a transmis ce savoir-là à la fin de sa vie, quoi. Oui, c'est ça. Il était comme dans les 2 dernières années, on pourrait dire, qu'on l'a connu, mettons. Puis c'était ça, tu sais, au début, mettons, les premières armes que j'ai faites là-dedans, on pourrait dire, tu sais, on a tanné des ours qu'on avait capturés à la trappe. On va l'essayer, tu sais. Le résultat était quand même bien, mais vu que c'était une petite peau d'ours, c'était pas un ours de bonne dimension comme ça, mettons. Et on sait que les grands ours, les grands loups, le cuir est très épais. Fait que d'une façon, il faut l'amincir, puis tout ça, là, tu sais, puis une façon de le traiter pour que ça devienne souple. Sinon, ça vient pas souple, tu sais. Fait que là, les genoux disent « Ah, fais ça », puis... Tu sais, mais dans tes solutions, essaye de telle chose, augmente ça un peu, tu sais, puis... Mais il voulait pas nous en donner trop au début, parce que, tu sais, Jeannot, c'était quelqu'un de très orgueilleux, tu sais, puis c'était son métier, puis ça faisait quand même... Tu sais, il avait bûché là, pendant 45 ans pour faire ça. Fait il y avait toujours l'espérance que son cancer se guérisse puis qu'il puisse recommencer à faire. C'était pas juste son métier, c'était sa vie. Là, fait que, il y avait toujours l'espérance de recommencer. Puis tu veux pas la compétition, ben tu veux pas trop en donner parce que tu veux pas que le compétiteur vienne prendre ta place. Fait que, il nous en donnait petit peu par petit peu, mais au fur et à mesure, Jeannot, c'est pas devenu seulement quelqu'un qui nous donnait des conseils, mais c'est devenu quelqu'un de notre famille. Chez Maya, on est comme ça aussi, puis c'est beaucoup une devise de notre entreprise. C'est beaucoup familial, puis tu sais, quand tu te colles à nous, ben c'est pas pour 2 jours, c'est pour la vie, là, tu sais. Fait qu'on est très fidèles à nos gens. Puis Jeannot, ben c'est ça. Ça a été ça. Puis, tu sais, au fur et à mesure, ben il nous en donnait un petit peu plus. Puis, tu sais, aujourd'hui même, on est rendu avec les équipements de Jeannot. Exact. Parce qu'un bon matin, Alexis avait fait un rêve la veille. Il avait rêvé à Jeannot, puis on était rendu au point d'agrandir la tannerie, puis nos équipements suffisaient plus. Puis là, on se disait, hey, comment qu'on va faire pour arriver à grossir sans s'endetter? Puis Alexis fait un rêve de Jeannot qui dit, je vais tout arranger ça, tu vas voir, ça va bien aller. Puis le lendemain matin, le fils de Jeannot qui nous appelle, puis qui dit, hey, savez-vous quoi, les équipements de mon père, ben c'est à vous autres. Il les a vendus, mais tu sais... À très bas prix. C'est juste une symbolique. Fait que, tu sais, on réussit maintenant à continuer l'œuvre de notre mentor avec ses équipements, tu sais. Fait que, écoute, peut-être spirituel, mon affaire, mais je me dis, à quelque part, il nous a appris, puis là, il a voulu faire continuer par ses équipements. Fait que, on continue. Reconnaissant. Extrêmement. C'est l'équipement qui nous manquait pour être capable de produire où ce qu'on voulait arriver, parce que toute l'histoire qu'on vous compte, mais ça s'échelonne quand même sur 6 ans. Là, 6 ans à faire les premières fois, on faisait des tests, mais maintenant, on va l'ouvrir au public. Là, il fallait corriger les choses. Là, les gens ont quand même été très gentils par rapport à ça, parce que le résultat final aujourd'hui, il était peut-être pas là au début. C'était tanné, mais c'était pas comme ça faudrait que ça soit. Là, maintenant, tu peux faire un chapeau d'imitant là-dedans, c'est pas gênant. Puis c'est vraiment une belle façon de... Le tannage, on peut jamais dire qu'on atteint la perfection, là, mais on va toujours s'améliorer avec les années. Là. Après 40 ans, c'est sûr qu'on ne sera plus où on est aujourd'hui. On s'entend, là. Où ce qu'on est aujourd'hui, on est très satisfait. Mais là, ça va être un autre apprentissage avec les nouveaux équipements aussi, parce que c'est le même principe, mais en plus gros. Mais c'est s'ajuster aussi. Mais
on était chanceux, par exemple, parce que là, quand on l'a ouvert au public depuis ce temps-là, ça a tout le temps été de plus en plus. Puis, à un moment donné, on cherchait les corrélateurs pour conserver les pots des clients parce qu'on n'avait plus de place pour les faire. Puis, à un moment donné, quelqu'un arrive, mettons, avec 20 tours chez nous. Tu sais, moi, je peux pas faire 20 tours dans une journée. Là, c'est impossible. Là, tu sais, là. Fait que là, il faut se ça sur un an, quasiment. Ouais, ben, 20 tours, c'est pas un an d'ouvrage. Non, mais je dis au total, mettons, tu dois avoir un bon roulement. On a un an là, d'avance. Oui, à peu près. En moyenne, là, c'est à peu près ça. Là, mettons, moi, je vous amène une peau, là, mettons, demain, ça va sortir quoi, dans 5-6 mois? À peu près. OK. Ouais, c'est à peu près. C'est à peu près ça, le délai d'attente aujourd'hui. Puis vous êtes installé où? C'est où vous êtes? On est au 314 Teskier. Nous, dans le fond, dans c'est ça. Oui, on est à la Tuque, vraiment au centre-ville, devant l'usine. On s'est battu aussi pour ça, pour être capable d'avoir notre place à nous, vu qu'on était quand même traditionnel dans notre ouvrage. Je peux dire, au début, la ville voulait nous imposer d'être dans le quartier industriel parce qu'ils pensaient qu'on était vraiment une industrie de fourrure. Fait qu'on s'est battu. Vous avez une boutique aussi, dans le fond. Est-ce que c'est une boutique ou c'est juste la tannerie, le monde en fait, la tannerie est boutique aussi, là. Fait que, fait que les gens peuvent rentrer, peuvent acheter des affaires. Oui. Sur les heures d'ouverture, n'importe quand, les gens peuvent venir nous voir et nous rencontrer. Là, on aime ça, voir des gens aussi venir chez nous. C'est le fun de parler aussi. Exact. Puis parler avec des trappeurs, puis connaître l'histoire qui est derrière les bêtes qui nous apportent aussi. Oui, exactement. Exact. Est-ce que vous tannez des oiseaux aussi? Pas tanner, mais naturaliser des oiseaux aussi? Nous, on n'en fait pas de ça. Ça doit être complexe, hein, ça? Oui, c'est quand même compliqué. Puis la peau est très, très, très mince. C'est un ouvrage qui est... Des collages plume par plume, quasiment, là? Non, parce qu'on peut tanner. Ça se tanne un peu comme le principe d'une fourrure de renard ou peu importe. Mais c'est la préparation avant le tannage qui est difficile parce que la peau est très, très mince. Tu n'as pas d'erreur à faire beaucoup. Puis c'est des endroits spécifiques, comment l'ouvrir pour aller chercher là dedans. En fond, faut quasiment... Tu le vires à l'envers. Oui, c'est ça. En conservant le plus possible l'intégralité de tout. Là, puis, admettons, là, mettons les orignaux, juste ça, vous voulez... mettons, moi, je veux faire naturaliser une tête d'orignal. Mais mettons, il faut que j'en garde vraiment beaucoup de la peau. Puis après ça, c'est pas tous les orignaux qui sont de la même grosseur. Est-ce que vous avez des modèles de frame en plastique? Ou je sais pas comment ça marche. On dirait que c'est un mystère pour moi. Puis est-ce que tu travailles à l'ordinateur aussi? Y a-tu des... Non, mais c'est l'industrie de la taxidermie, ils ont standardisé un petit peu, on pourrait dire. Ils ont pris des modèles, mettons, comme mettons un ours, c'est pas mal tout le même principe. C'est du nez au coin de l'œil, du nez à la base des oreilles, des choses comme ça. Des grandeurs, dans le fond. Oui, des grandeurs approximativement, tu sais. Puis là, tu as un petit peu de travail à faire sur ton moule pour replacer les yeux souvent à la bonne place, comme il faut. Les arcades sont pas tout le temps pareils, parce que surtout les ours, les orignaux, tu sais, des fois, ça grandit bizarre, un ours. Tu sais, les gens, des fois, ils pensent « Ah, j'ai tué un gros ours. » Non, tu sais, il est juste long, mais il n'est pas gros. Tu sais. Parce qu'un ours, ça grandit, on dirait, à un moment donné, c'est court, ça vient gros, mais à un moment donné, il prend de la longueur, puis à un moment donné, il est plus slim, mais tu sais, il peut être très, très grand, mais très maigre. Là, il manque de coffre un peu. C'est ça. Fait que des fois, l'en face, ça paraît aussi. Le museau n'est pas assez long pour la grosseur des oreilles. Fait que, on venait remodeler avec, c'est ça. avec de la potée, puis vraiment puis donner l'expression aussi, parce que tu as un moule, mais ton ours, il n'y aura pas d'expression faciale. Fait qu'on vient y donner l'expression vraiment avec le modelage du moule. Ça, c'est une bonne ouvrage. Ça prend combien de temps à faire? Puis ça coûte combien, à peu près, une job complète, mettons, un ours au complet? C'est tout dépendant, tu sais, les taxidermistes, puis toute la façon que tu veux l'avoir, mais c'est environ à 1500 jusqu'à 5000 $. Ça peut monter vite. Hein. C'est de la vraie ouvrage. Je veux pas, on l'oublie beaucoup, mais une fourrure, c'est du luxe. C'est un produit luxueux quand même. Parce que maintenant, oui, il y a des pompons qui se vendent à 5 $, mais nous, on est comme pas là-dessus parce qu'on veut faire reconnaître encore que la fourrure, c'est un produit luxe. Oui, c'est la valeur. En faisant des choses comme ça, en vendant des pompons à 5 $, c'est ça qui fait que la fourrure perd sa valeur. Fait que, moins de rareté. Oui, moins de rareté, c'est ça. C'est plus accessible.
Fait que c'est pour ça que nous, on garde quand même le prix, tu sais, dans la taxidermie de ce qui était, puis on va le garder, puis on va le maintenir mordicus. Pour revenir à ton orignal tantôt, oui, tu sais. Puis il faut vraiment que tu sais pas le faire ici, tu sais. Faut tous les gens, ils pensent que, c'est, mettons, une tête d'orignal, tête de chevreuil à côté sur un mur, c'est le poitrail qu'on voit ici. Fait qu'il faut jamais que tu fendes ici. Tu t'en par le dos, dans le fond. Tu fends dans la bosse, aller jusqu'à la base des pattes. Quelqu'un qui veut faire une tête murale, dans le fond, il faut tout que tu m'amènes ça chez nous. Préférablement avec le crâne dedans, puis le panache pas démanché. Le chevreuil, pareil. Moi, après ça, je vais l'arranger en conséquence de ton montage que tu veux avoir. T'sais. Mais c'est... En forêt, mettons, quelqu'un qui tuerait un gros boc de 50-60 pouces, mettons, là, tantôt, ça va être un bon morceau à amener. Ben oui. Mais si les gens sont pas à l'aise aussi, on les invite beaucoup à venir nous voir avant de prendre les informations. On a des graphiques en boutique, on a toute l'information qu'il leur faut pour partir puis dire, OK, je vais être capable de le faire moi-même. Là. On est beaucoup dans l'apprentissage chez Maya. On aime ça que les gens viennent chercher l'information, puis la bonne façon, c'est ça, de le faire. Puis avez-vous vécu certaines difficultés? Tu sais, je sais que là, il y a un mouvement très écologiste qui avance, c'est aussi protection de la nature, puis aussi, on se parlait aussi avant l'entrevue, tu parlais que d'être une femme dans ce domaine-là, c'est assez difficile. C'est quoi les difficultés que vous avez surmontées dans votre parcours? Ben, être une femme à la base dans le métier, on n'est pas beaucoup. Faut se battre parce que traditionnellement, veut pas, les femmes restaient à la maison et les hommes allaient dans le bois. Mais maintenant, ça a changé. On a été capable de faire notre place puis de montrer que nous aussi, on était capable de tenir un arme puis d'être capable de se débrouiller dans le bois comme un homme. Ah oui. Mais c'est sûr qu'il y a encore des gens qui ont des réticences. Puis je travaille extrêmement fort de mon côté comme femme pour montrer que on a notre place, puis qu'il n'y a pas de raison que les gens veulent nous tasser comme femmes du métier, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est une des aspects, dans le fond, là, qui... Mais c'est quoi? C'est de l'intimidation? C'est c'est de l'intimidation, là. Tu sais, t'as des menaces de mort, là. Ça va jusque-là, là. Oui. C'est de la part de des gens qui sont vos compétiteurs ou c'est de la part non, des gens du public, là. C'est misogyne, non? On dirait, non. Il y a un peu les activistes, un peu à la Brigitte Bardot, là, qui ont fait toute une affaire, toute un envolé avec les phoques, là, mais... Parce que maintenant, on avait passé dans les cours de la tuque, puis les gens, vous êtes des tueurs. On est des tueurs d'animaux. C'est un peu ça. Ce qu'on essaie de montrer aux gens, c'est que si les trappeurs seraient pas là, puis les chasseurs seraient pas là, ben il y aurait un débalancement, là, à quelque part, là. On est important, puis nous, chez Maya, on prône la trappe puis la chasse vraiment responsable. On veut pas aller tuer un animal pour tuer un animal. Ça, on n'est vraiment pas pour ça, tu sais. On va le faire pour balancer vraiment les espèces, tu sais. Puis que c'est ça, tu sais. Pour qu'il y ait un équilibre dans la forêt, veut pas, parce que sinon, il y a des espèces qui vont disparaître à tout jamais. Puis ça, ben, ce serait impensable, là. Parce que l'homme a toujours eu sa place dans toute cette histoire-là. Dans l'équilibre de la nature. Ouais. Parce que, par exemple, mettons, si les castors, il n'y a plus de trappeurs de castors, ben ça va inonder partout. Il y a des territoires de chasse qui ne seront pas accessibles, des territoires d'accès de chasse qui ne seront pas accessibles. Puis ça va venir une affaire incontrôlable, à un moment donné non plus. Là, par rapport à ça, les encans ne donnent plus rien aux trappeurs parce que, je sais, c'est tout un débat aussi. Là. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est ça. Mais tu sais, des coyotes en plein centre-ville de Montréal c'est pas normal, qui descendent du Mont-Royal. C'est pas normal. C'est pas normal, là, tu sais. Fait que la petite madame qui a son petit chien dans sa cour, peut-être que ton petit chihuahua va disparaître, même si tu n'en sais pas, là, tu sais. Fait que... c'est ça. Qui tient les broches parce que ça se peut qu'il se ramasse dans la bouche d'un coyote. Même par exemple, ici, encore plus proche, au Parc des Chutes, ils ont filmé un coyote en train de manger un chevreuil, en train de capturer un chevreuil dans le parking du Parc des Chutes. Ah ouais? C'est pas loin, là, quand même. La ville est entourée de forêts, mais c'est pas des choses qu'on voyait avant. Là, comparativement, les acheteurs, les encans de fourrure, ils donnent pratiquement peu rien. Avec les trappeurs, ils délaissent ça. Les seuls qui vont garder ça, c'est les vrais trappeurs qui ont ça comme passion, puis c'est vraiment
une activité d'hiver, tu sais, que pendant que la chasse est finie, après la chasse à l'ornière, chasse à chevreuil, ça permet d'aller dans le bois, voir d'autres choses aussi. C'est un autre environnement l'hiver, tu sais. Les animaux se comportent pas pareil, mais tu vois autant d'affaires, sinon plus que l'été, tu sais. Parce que les animaux ils sont très actifs l'hiver aussi, comparativement à ce qu'on pourrait croire, là, tu sais. C'est ça. On se bat vraiment, en tout cas, pour faire valoir les bons côtés de la trappe. Puis c'est vraiment ça le côté qui impacte le plus sur les méchancetés qu'on peut recevoir, puis les mauvais jugements. Dans le fond, c'est de la désinformation. Puis de la désinformation, comme ça, il y en a beaucoup. T'sais. Puis par des sociétés, pourtant, qui devraient être informées de qui on est. Tu sais, les manifestations qu'il y a à Montréal, là, moi, je les appelle les tout nus là, dans mes lives. Là, les tout nus qui se mettent dans des cages pleines d'essence sur la rue Sainte-Catherine. Vous connaissez pas les nouvelles méthodes de trappe. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les pièges, il y a des nouvelles restrictions, il y a une nouvelle réglementation. C'est plus comme avant. C'est plus des pièges à dents qui fait que l'animal souffrait. Ou, tu sais, maintenant, c'est pratiquement automatique. Fait que, tu sais, c'est vraiment de la désinformation. Puis nous, on travaille très fort là-dessus. Puis on veut encore progresser là-dessus. Tu sais, on avait commencé avant le COVID à faire des rencontres dans les garderies, dans les écoles primaires, écoles secondaires même, pour aller voir les gens puis leur montrer notre passion puis leur montrer le vrai côté de la trappe, tu sais. Pour pas... C'est parce que ça commence tout jeune. Tu sais, nous autres, nos enfants, là, ils ont 4 ans puis 3 ans demain. Puis on les amène avec nous puis on leur montre, tu sais. Rosie, notre fille qui a 4 ans, au début de sa vie, elle disait plus de mots d'animaux que de vrais mots de langage visuel. Parce que justement, c'est ça qu'on y montrait dans la vie, c'est le vrai côté. Tu sais, pas de cellulaire, on est vraiment... Mais tu sais, je comprends votre combat, je comprends l'idée de vouloir défendre aussi ça, mais ça existe encore des gens qui chassent juste pour le panache. Tu sais, vous êtes chasseurs aussi. Là. Oui. Mais tu sais, on en voit encore là, du monde qui laisse des orignaux complets dans le bois et qui font juste partir avec leur tête. Mais ça, vous devez rencontrer ce type de personnage-là, j'imagine. Dans votre quotidien ou dans votre année, vous devez en connaître, peut-être pas personnellement, mais je veux dire, ces gens-là qui veulent avoir leur trophée, c'est par vous qui passent nécessairement pour le... Mais on est capable de dire, tu sais, comme quelqu'un qui va arriver avec un animal d'élevage chez nous. Oui, ça, c'est non. Ben, c'est bien de valeur, mais nous, on les connaît, tu sais, on sait quand un renard vient d'élevage ou qu'il vient du bois. Puis ça, c'est pas correct, ça, l'élevage? Qu'est-ce que... c'est à cause qu'ils ont une mauvaise vie, dans le fond, les animaux, Surtout les renards. C'est de l'élevage de renards pour les peaux, là, un peu comme les Canada Goose font avec les coyotes, dans le fond. Là. C'est de l'élevage? Canada Goose achète des peaux de trappeurs. Il achète à l'encan. Je pensais qu'il y avait des élevages. OK. Fait qu'eux, ils ont comme un peu une bonne cote ou bien une espèce de par les sociétés de protection des animaux sont mal vus, mais encore là, c'est de la désinformation parce que qu'en vraiment... réalité, ils achètent de la trappe, fait que c'est quand même bon. C'est de la trappe, c'est ça, exactement. Ça faisait un contrôler les coyotes. Oui, puis ça faisait avoir un bon prix pour les fourrures de coyotes aussi, tu sais. Ça donnait quasiment une plaie un peu le coyote dans certaines régions par rapport aux chevreuils et tout ça, là. Mais c'est plus les loups, mettons, qui peuvent attaquer aux orignaux, là, c'est une autre affaire, mais... C'est bien, tu sais, mais là, cette compagnie-là a décidé de mettre la switch à off là-dessus. En 2022, c'est terminé. Là, il n'y a plus aucune peau de coyote du tout. Non. OK, fait qu'ils n'achèteront plus. Fait que on va sûrement avoir une hausse de coyotes dans les prochaines années. Probablement. Dans l'Est, du moins dans l'Est du Canada. Là. Probablement, parce que les trappeurs, ils ne mettront plus d'efforts après ça. Comme je te dis, à part les vrais trappeurs, là, on en connaît quelques-uns que eux, peu importe le prix, ils le font. Ils vont tout l'hiver, puis... C'est leur mode de vie. Mais ça, c'est des gens qu'on veut voir chez Maya. C'est des gens qu'on veut faire la promotion de ces gens-là. C'est des vrais trappeurs, c'est des vrais chasseurs, puis ils le font pour les bonnes raisons. Mais comme je disais tantôt, quelqu'un qui va arriver avec un renard d'élevage chez Maya ou qui va arriver puis nous dire honnêtement qu'il a fait une chasse pour le panache, ça marche c'est de valeur, mais même si c'est notre business, même si c'est nos sous, c'est ce qui nous fait vivre, on a assez de valeur chez Maya pour dire... t'en retournes avec ta bête parce qu'on le fera pas pour toi, malheureusement. Parce que moi, en tant que chasseur, tu sais,
c'est un peu mon parcours. Mon grand-père m'a amené à la chasse depuis l'âge de tout petit. Même, je manquais l'école pour aller. Passer des heures et des heures à coller l'ornial avec lui, là, puis apprendre des choses. Pourquoi ça fait ça? Puis qu'est-ce que tu fais pour qu'elle colle? Puis, mon grand-père, il a passé sa vie, il a guidé toute sa vie aussi sur... À La Tuque, vous étiez... toi, tu étais dans la région de La Tuque, Ouais, toi, tu viens de Mastéache? Moi, je viens de La Tuque, mais toute ma famille, du côté de ma mère, qui est de mes origines autochtones, sont toutes du Lac-Saint-Jean. Là. OK, à Mastéache. Notre communauté est à Mastéache. Puis, vous êtes rencontrés ici à La Tuque, puis toi, tu étais Ouais. déjà un chasseur. Toi, tu chassais-tu déjà un peu aussi? Écoute, j'avais fait de la chasse avec mes parents, ma famille, quand que j'étais plus jeune. Plus ma tante, mon oncle, mon grand-père était chasseur. Mais tu sais, mes parents même ne chassaient pas. Okay. Moi, j'étais devenue vraiment la petite fille de ville, avec son quotidien, son cellulaire. Mais tu sais, j'étais vraiment plus là dans ma vie. Puis, t'as rencontré ton Alexis. Moi, j'ai rencontré mon Alexis comme une bonne Donalda aurait fait. C'était quasiment ça, tu sais, quand on est parti dans notre périple de 2 mois sans voir personne. C'est quoi ça, ce périple-là? C'est au début de votre relation? Oui, on était vraiment au début, tu sais, la façon de tester un couple, là. On l'a eu. Quand on s'est connus, dans le fond, moi, j'étais chez ça, on s'est connus, puis moi, j'étais parti pendant environ 3 mois. Là. Je suis parti pendant 1 mois à chasse à l'ornial, puis après ça, je suis parti trapper. Puis quand j'étais revenu, c'est là qu'on s'est connus. Mais l'année qu'on s'est vraiment comme... en couple, tu sais, mais l'année d'après, c'est là on est reparti. On a décidé, on n'avait pas d'enfant encore à ce moment-là, puis moi, si je pouvais, avec mon travail, me le permettre. Fait qu'on s'est tout simplement dit, hey, on pack nos petits, puis on s'en va. Au lac Latuque, on est sur une île. Fait qu'on était seuls au monde, là, vraiment. C'est à quelle saison, ça? Vous avez vraiment après la chasse à l'orignal, tout ça, vers fin octobre, mettons, aller jusqu'à... décembre. À peu près. Jusqu'à temps que les glaces prennent, qu'on... 9 mois plus tard, il y avait un petit bébé. Mais c'est vrai? Oui, c'est ça. On a fait notre petit bébé dans ce périple-là. Puis, mais tu sais... c'est correct. Quand je suis sortie de là, je sautais dans le chaloupe pour... un vieux chaloupe boiron. Ça a gelé, hein? Oui, ça. Le soir, ça n'avait pas gelé. J'avais dit à Alexis, il faudrait aller faire un tour de chaloupe, tu sais, pour casser les glaces, pour que demain, parce qu'on avait prévu le lendemain sortir puis s'en aller, parce que là, vraiment, ça devenait dangereux, notre affaire. C'est ça, parce que l'ennui, genre, la baie où on avait accès à certains pièges, il y avait près 150 pieds de glace qui s'est fait dans la nuit. Là. Fait que là, tu sais, le lac, il est en train de nous prendre prisonniers. Fait que là, Alexis, il jouait avec le moteur, puis moi, je sautais dans le chaloupe en avant pour casser la glace, parce que sinon, on sortait pas de là. Les parents appelaient. Sinon, il aurait fallu attendre après Noël. Jusqu'à temps que la glace soit assez épaisse pour traverser à pied, mettons. Oui. Parce que par rapport à ça, à un moment donné, pendant notre période, on était là, on a descendu 2-3 jours, on est chercher l'épicerie, tu sais, puis prendre une vraie douche, tu sais. Là-bas, on pouvait se laver avec une douche comme à batterie, là, tu sais, mais c'est pas comme en ville, mettons. C'est un chalet que vous avez là-bas, en fait? Oui, c'est un vieux chalet. Vous y allez souvent? Oui. Votre ligne de trappe est encore là? Est-ce que vous trappez encore? Oui. Les derniers temps, moins, parce qu'avec la tannerie, on a beaucoup d'ouvrages. Ouais. Mais pour en revenir un peu au périple, là, on descend, puis on avait accès à une baie de lac. On avait tout, mettons, on pourrait dire, mais des pièges tout le lac. Puis on avait des 2-3 endroits qu'on y allait à pied parce que s'il fallait se déplacer, c'est environ 15-20 km de marche à peu près. Là, par jour, là. La ligne qu'elle avait, là. Fait que là, on n'avait plus accès à cet endroit-là. Fait que là, j'ai dit à Mélissa, on va passer par le petit lac. Puis on a fait un endroit. Fait qu'on a monté une montagne, on a traversé le lac à pied. Après, sur la glace, tu sais, elle voulait pas... Moi, je voulais pas, là. C'est stressant. Je voulais vraiment pas, parce que là, la glace venait de prendre. Je disais, hey, on va mourir ici, là. Tu sais, c'est sûr que ça va défoncer. Il n'y avait pas de danger. Là... Moi, je suis habitué à ces choses-là, tu sais. Ils ont marché quand même sur le bord à peu près une dizaine de pieds. Là, l'un des buts, la glace est tout le temps meilleure. C'est de la glace d'automne, fait que, tu sais, c'est pas... raide, là, c'est ça, puis gelé comme il faut, être à côté après l'eau. Fait que là, on a traversé le lac, on a sauté nos montagnes, descendre sur le grand lac, puis après ça, à revenir, à retraverser le lac, puis redescendre au bateau. On a marché 15 km dans cette journée-là, sur la glace, dans le sludge, dans tout... À la fin, je me rappelle, j'avais dit à Alexis... On était au dernier spot. Puis là, j'avais défoncé, puis j'étais tout trempe. Puis là, j'avais dit,
assez. C'est assez. Ouais, c'est ça, On ça s'en voulait plus. va, j'arrête, là, c'est terminé. J'étais venue vraiment au bout de mes capacités, là, de ce que je pouvais faire, mais Parce que, tu sais, on se l'est donné dur. on avait là. comme, tu sais, aussi éthique de, tu sais, on avait cet endroit-là, on pouvait pas l'avoir accès facilement, mais les pièges étaient actifs, tu sais. J'ai dit, non, moi, c'est Faut pas fermer vrai. les pièges au moins. C'est ça, aller ramasser les pièges, tu sais, pour pas laisser ça travailler absolument pour rien, puis arriver, tu sais. Parce que t'as une bête dedans, puis il en reste plus à la fin parce qu'elle s'est fait manger, ça donne absolument rien de faire ça, là, tu sais. On était un peu les montagnards là-dessus, quoi, l'émission qui passe à la télé. On était vraiment... ça on se ressemblait montait un peu. des scénarios. Tu sais, quand t'es tout seul dans le bois, m'emmener, Ouais, tu tu fais viens, des histoires. Tu viens un peu crapote un peu, là. On était rendus comme des tournages de télé. Là, on Ben avait non. quasiment un narrateur là, qui disait les péripéties de notre aventure. Là. Mais, ouais. Vous avez fait un peu de la télé aussi? Ouais, on a Ouais. fait une émission, Frère commence. Fusée Festin, là. Comment? Frère Fusée Festin, ça OK. s'appelle. C'est une émission de cuisine culinaire, de chasse et Ouais, exact. pêche, comme un exact, peu. exact. Exact. Ils parlent vraiment. Tu sais, nous, on est avec Predator Hunting Canada, qui est Eric Caillouette puis sa gang, dans le Exact. fond, qui sont plus dans le coin de Saint-Tite, la Côte-Sable. Eux font la chasse aux coyotes. Puis Eric, c'était un de nos partenaires depuis, je dirais, le début. Puis, c'est ça, il avait été approché par cette émission-là pour faire la chasse aux coyotes. Puis là, ils lui ont parlé de nous. Puis... On apprête ça comment, un coyote? ouais, c'est ça. Ouais, c'est exact. ça. Fait que C'est ça. son- Vous voulez manger du coyote? Non, mais Non, non. Mais il voulait savoir, là. Du bon coyote pour Ouais, non, je suis pas sûre. Arc, ça doit être Mais, dégueulasse. ça Ça doit va tirer être- dans les joues. Ah, hein. C'est pas une viande consommable. Non, là. j'espère. Non. Mais c'est ça. Ils ont fait la chasse avec Eric. Puis après ça, ils sont descendus ici pour faire le tournage à Tannery. Puis voir un petit peu qui qu'on était. Puis Un peu le procédé, comment on partait de produits bruts pour arriver à un produit final de belle qualité. Là, tu sais, là. Mais par rapport à ça, comme tu disais, nous, on sait une chose aussi, par exemple, comme la viande de lynx, quand on a la chance de l'avoir frais, on la récupère. Tu sais. La viande de lynx, ouais. Ouais, c'est super bon à manger. Là. Ah, ouais. Même mon grand-père me parlait de ça anciennement. Tous les gens qui capturaient des lynx mangeaient tout ça. Là, tu sais, Ça goûte un peu le poulet. Exact. Tout goûte le poulet quand tu te Ouais, bouches le c'est nez. ça. Non, mais ça a vraiment, c'est blanc, c'est la même couleur que du lapin, mettons, avant de OK. cuire. Tu sais, puis c'est super bon, là, c'est une viande super bonne. Là, puis... Ton grand-père, lui, il avait une ligne de trappe. Fait que dans le fond, c'est quand même, ça descend un peu. C'est un héritage culturel que tu as reçu. Exact. Puis mon grand-père, tu sais, il même du territoire de chasse à l'ornière, ça a été là aussi. Mon grand-père était un peu un des pionniers, il montait là à pied, dans le fond. Tu sais, les premiers châssis du chalet, il a été monté là à pied. C'était environ une quinzaine de milles de marche, à peu près, avec tous les lacs en bateau. Trentaine de kilomètres, ça veut dire. À peu près. Plus les lacs, il fallait qu'ils sautent. Il y avait 2 lacs à traverser en Des chalet. portages à faire. Ouais. Il a monté les châssis du chalet là-bas. Puis c'est votre chalet que vous avez aujourd'hui encore. Ouais, c'est mais là, le chalet il était détruit, Non, il est là, détruit. 4 ans parce que c'était fini. Là. Le chalet il avait au-dessus de 60 ans, là, puis c'était bâti en bois rond avec le bois qu'il y avait sur l'île. Mais là, c'était désuet. c'était trop vieux. Là, tu sais, là. Avec les années, ça s'est affaissé, puis on a bien beau me réparer, mais là, à un moment donné, Mais notre périple de 2 mois, on l'a fait dans ce petit ouais, chalet-là. dans le vieux chalet. Ça a été vraiment la dernière aventure là, du Ouais. chalet. Mais c'est Alexa. spécial hein, quand on pense à ça, que ton grand-père avait déjà marché ça. On oublie, on dirait, dans le monde dans lequel on vit, que ça va tellement vite. On est tout en char, on est en pick-up, tout accélère. Puis là, ben, on fait juste reculer à ton grand-père. Puis lui, ben, il se rendait sur sa ligne de trappe à pied. Oui. Capoté, là. Oui, à pied. Puis il l'a fait très, très longtemps. Là. Même les pêches qui me parlaient, parce que mon grand-père, il avait un peu le mode de vie autochtone aussi, tu sais. T'es pas riche à une certaine époque, fait que, il trappait, ça donnait l'opportunité d'acheter des cadeaux pour les enfants. Il y avait une famille de 7 enfants. Un métier, le métier de trappeur. Oui, c'est ça. Ben, les gens payaient leur maison avec ça dans le temps. Là. C'était vraiment... Ils guidaient, mettons, pour la chasse à l'ornière. Mettons, à cette époque-là, des notaires, c'était riche. Fait que, il y avait des bons salaires pour l'époque pour aller guider sur son territoire de chasse à lui. En plus, il amenait des gens de ville, vraiment, là, qui arrivaient là, habillés quasiment veston-cravate, là, tu sais, là. Lui, dans le fond, il agissait un peu comme une pourvoirie, mais personnelle, dans le fond. Exact. Donner son service de son savoir, tu sais.
à la fin de sa carrière, parce qu'avant ça, il a été guide longtemps sur les clubs privés, on sait comme les Américains, l'Aquayagamac, le Club Molson anciennement, qui n'existe plus. C'est comme... un peu comme tes origines. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on en parlait un peu au début, parce que j'arrive d'une expédition de canot camping sur le territoire Wendat, anciennement Wendat, qui est aujourd'hui la ZEC de la Rivière-Blanche. Okay. Et c'est le secteur, au nord de la ZEC, c'est le secteur du Triton, l'ancien club privé, le Triton, là, avec le Lac-Édouard, aujourd'hui, qui est au Lac-Édouard, je pense. Oui, c'est au bout. Mais tu sais, ça, c'était l'extrême nord-ouest, le Lac-Édouard du Triton, mais tout ce qui est à l'est de ça, lac à Moïse, lac des Passes, le grand lac Vatican, c'était comme sur le secteur du Triton. Puis mes ancêtres allaient chasser là. Puis avant même que les clubs soient fondés, puis aujourd'hui les ZEC, ben c'était mes ancêtres qui trappaient justement, qui avaient des lignes de trappe. Puis l'histoire, c'est ça que j'ai vécu, c'est qu'on a comme recréé une espèce de parcours que certains guides puis certains trappeurs faisaient. Puis il y a un ancien portage qui longe la rivière à Moïse qui est comme tu vois, tout comme tapé. Là, c'est ancien. Évidemment, les gens de la ZEC l'utilisent. Dans les clubs, les gens l'utilisaient. Dans les histoires d'il y a 150 ans, les gens l'utilisaient. Sauf que la plus vieille source qu'on a, c'est une histoire orale qui remonte à mon ancêtre de 7e génération, qui se nommait Étienne, qui trappait sur cette ligne-là. Puis comment qu'on le sait, c'est que 100 ans plus tard, ou peut-être 50 ou 100 ans plus tard de sa présence, il y a des gens, des trappeurs plus jeunes, qui ont commémoré la présence d'Étienne en installant des pièges dans les arbres pour... mais tu sais, pas des pièges actifs, mais juste comme une commémoration. C'est un beau leg. C'est ça. Donc, à l'arrivée des clubs, ces pièges-là étaient là, puis ça a été raconté, ça, d'histoire orale, que les pièges avaient été installés par des trappeurs pour commémorer un ancien trappeur avant même la création des clubs. C'est une magnifique histoire, justement, pour laisser des traces, des bonnes traces des trappeurs, justement. Exact. Mais c'est beau, là. C'est beau de vivre ça là, dans le chemin. Là, tu le sens, l'ancienneté du chemin. C'est sûr que, il y a un âme. Évidemment, il y a des endroits où les quatre roues passent. Les chasseurs de la ZEC qui ont besoin d'aller chercher leur orignal. Tu vois qu'il y a des endroits où c'est plus travaillé, mais il y a des endroits où c'est plus authentique. Même qu'il y a un certain moment dans le portage où on est arrivé, il y avait des zones, il y avait des fougères. On ne trouvait plus le chemin. On ne pouvait plus avancer. Puis là, il mouillait. La pluie était vraiment torrentielle. Puis là, la nuit arrivait. Fait qu'on avait comme un choix à faire. Est-ce qu'on shortcut ou si on passe au travers? Puis toute l'équipe ensemble, on a décidé de shortcutter. Il y avait un chemin forestier pas trop loin. Parce que ça, c'est l'autre histoire, en fait. C'est que étant aujourd'hui un aire protégée, ce territoire-là, ça fait 10 ans que notre nation travaille pour protéger ce territoire-là. Autant dans la ZEC qu'un peu plus au nord, la réserve faunique. Il y a un secteur de forêt vierge qui s'appelle... c'est dans le coin du lac aux Rognons, en tout cas dans la réserve faunique. Puis c'est grâce à ça qu'on a pu protéger le secteur, mais on a aussi protégé le patrimoine qui vient avec. Fait que la section nord de la rivière, de la ZEC de la Rivière-Blanche est devenue protégée aussi, même s'il y a déjà eu des coupes. C'est bien, ça. Fait que, tu sais, mettons, la ZEC, présentement, si jamais il y a des coupes qui s'en viennent, on fait de l'harmonisation, en fait. Est-ce qu'il y a un potentiel site archéologique? Est-ce qu'il y a un potentiel portage? Est-ce qu'il y a de l'histoire? Fait que on protège non seulement l'écologie, un massif de forêt vierge, mais on protège aussi le patrimoine culturel de la nation. Pas seulement notre nation, mais la nation québécoise. Toi, t'es Wendat, c'est ça? Moi, je suis Wendat, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mes ancêtres trappaient puis guidaient dans ce secteur-là. Mais le portage, c'est de toute beauté. Là. C'est les gens de la ZEC aussi. C'est un héritage québécois aussi. Là, les clubs. Il y en a des histoires là, dans les clubs. Ça devrait être comme ça partout sur les territoires autochtones. On devrait être consulté plus, puis on devrait avoir notre mot à dire par rapport à nos territoires. Puis le gouvernement vont juste avancer des projets comme ça s'il y a des raisons écologiques, dans le sens où là, on a à cet endroit-là des lacs intacts, dans le sens où il n'y a jamais eu de coupe autour, il n'y a jamais eu d'écoulement de matière organique dans le lac. Fait que l'eau est d'une pureté qui est quasiment mieux de l'époque de la colonisation. Ça veut dire que ça, c'est un argument écologique que le gouvernement accepte. Sauf que nous, on a comme... je dis nous, mais les gens qui ont travaillé sur le projet depuis 10 ans ont élargi l'aire pour aller chercher une partie patrimoniale aussi. Mais ça, il y en a partout. Du patrimoine, de même le chemin des Jésuites qui part de Québec, qui s'en va jusqu'à Métabetchouan. Moi, je l'ai fait aussi, ce sentier-là, puis c'est juste
incroyable, mais ça, jamais ça va être protégé dans un sens parce que ça couvre tout. Ça devrait tellement l'être. Exact. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, vu que c'est un air protégé, tu sais, de tes ancêtres, toi, tu pourrais-tu reproduire un peu, mettons, ce que ton ancêtre a fait, aller peut-être trapper sur cette ancienne ligne? C'est sûr que moi, je suis pas trappeur. Moi, je suis chasseur, puis... Tu sais, étant à Wendat, on n'ira pas chasser dans une ZEC parce qu'on a des opportunités de chasser dans la réserve faunique. OK. Tu sais, comme on a un système de gestion qui est assez propre à notre nation, c'est différent pour toutes les nations, mais nous, on a un système pour notre chasse. Fait que j'irai pas chasser pour rien dans une ZEC. Il y a tellement de monde que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis aussi, c'est une forme de respect. J'ai pas envie de créer des conflits pour rien quand moi, j'ai l'opportunité d'aller chasser ailleurs et d'avoir la paix. Mais trapper, mettons. Trapper, peut-être. C'est un autre trappe. Mais moi, je suis pas trappeur. Okay. Mais c'est ça. Nous autres, notre trip, c'était du canot camping. Moi, c'est ça que j'aime, aller pêcher, tirer la ligne à l'eau. C'est cool. Juste pour ramasser un peu de truite pour souper. C'est pas, je fais pas des réserves de poissons, c'est pour triper. Canot camping, on revit les portages, on fait de l'effort physique. On est rendu là un peu, le trip change. Moi, je dis pas que je trapperai jamais. Mais nous autres, notre trip, c'était ça. Fait qu'on a fait le parcours en canot camping. On a fait les portages avec nos bagages, avec les canots. C'était vraiment puissant de vite faire. Je te lance une ligne comme ça, mais on parle de la chasse et de la trappe chez les Autochtones. Ben ça aussi, chez Maya, moi, comme Autochtone, j'essaie de le mettre de l'avant, parce que parfois, on a mauvaise presse comme chasseur ou trappeur ou pêcheur, peu importe. Puis, j'essaie vraiment d'aller mettre de l'avant que une personne n'est pas toute notre communauté. Là, on est quand même des chasseurs et des trappeurs responsables. Puis, je pense que, en tout cas, je parle pour la plupart des gens de notre communauté, on essaie de chasser puis de trapper pour les bonnes raisons. Puis, on chasse pour nourrir notre famille, on chasse pour être capable de survivre pendant l'année. Je pense que chez la nation autochtone, c'est quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant. Puis, juste de remercier aussi, puis de ne pas chasser, puis de prendre ce qu'on a vraiment besoin. Le respect, le respect. Nous, je me rappelle, on a eu un ours qui est arrivé à Tanihi à un moment donné, puis c'était un vieil ours, tu voyais là, qu'il s'était battu toute sa vie pour survivre. Il était tout balafré dans la face. Là. Il avait des vieilles cicatrices, puis il était gros, il avait les pattes, là, c'était un gros ours, pour t'imaginer un peu un trailer plateforme à skidoo, mais il faisait la longueur du trailer. J'avais eu tellement de peine que ce Il faisait quasiment la moitié du trailer à lui tout seul. C'était immense. C'était un chasseur qui l'avait chassé? Oui, il l'avait chassé. On a sorti le tabac. Puis on l'avait fait pour lui. On l'a fait pour lui. On a soufflé dans son museau pour le remercier, puis de dire qu'il n'était pas mort pour rien, puis que nous, on allait faire en sorte qu'il allait servir, puis qu'il allait perdurer dans le temps, parce que un ours comme ça, dans notre mentalité à nous, ça passait pas, tu sais, mais... Mais les Inuits, ils chassent pas l'ours, en fait, pas tout le monde. Non. Certaines familles, ils considèrent que l'ours, c'est un des animaux qui est le plus proche de l'être humain. Tu sais, comme on le voit debout, c'est un des seuls qui marche debout, là. C'est ça. Puis aussi, quand tu l'ouvres, là... Ça ressemble à un humain. Oui, ça ressemble à un humain. La forme, les muscles, le coffre ici, là, c'est pratiquement comme nous. Oui, c'est ça. Puis moi, comme Inou... Ça a les mains, tu sais, ça a les mains comme nous un peu aussi. C'était vraiment une forme de respect envers l'animal qu'on a décidé de faire. On parlait de ça en tant que chasseur. Moi personnellement, à l'ours, je suis allé une fois. C'est pas une chasse qui m'intéresse vraiment. C'est ça. Parce que je trouve que c'est pas de... Comment je pourrais dire... T'as pas de challenge, mettons, tu sais. Un orignal. C'est un partage, là. C'est ça, un orignal, au moins, tu crées. Moi, je chasse, on fait des salines, mais tu sais, je chasse vraiment. Mon grand-père m'a appris à l'appeler, tu sais. Moi, je trouve que c'est ça. Tu établis un contact avec, tu établis une genre de relation, tu sais. Tu communiques avec. Oui, c'est ça. C'est ça qui me fait triper dans ça. Moi, c'est tellement une bête. C'est magnifique, pareil, quand tu vois ça arriver, là, tu sais, il est bien fauché après toi, là, tu sais, puis... puis c'est ça, il casse toute la forêt en deux, là, tu sais, là, puis... C'est malade. Tu sais, c'est vraiment hot comme feeling, mais c'est toi qui as produit ça, là. Parce qu'un ours, tu vas y mettre des jujubes, puis... c'est ça. Il y a des façons de l'appeler, l'ours, aussi, mais tu sais... C'est différent, C'est ça, tu deviens
une relation prédateur-proie, c'est un autre game en maudit. Ouais. C'est pas nécessairement la chose à souhaiter. Si chasser ça pour le provoquer son instinct de prédateur. Ben, c'est un thrill, là. Il y en a Ouais, des chasseurs que c'est c'est ça. ça. Ouais. Peut-être que tu t'en sortiras peut-être pas indemne. Il y a beaucoup de chasseurs qui vont chasser l'ours puis qui ne mangent pas. Ben, c'est ça. Non, c'est ça, je l'en je trouve dommage. C'est encore là, dans nos rythmes autochtones, c'est pas quelque chose qui passe. Tu T'sais, chasses ce que tu as besoin. on en récupère beaucoup des ronds. T'sais, les gens, les rouvrent, ils enlèvent les viscères. Puis si on est nous, on n'est pas là pour les récupérer, ben ça finit dans un bord de chemin. Hein. Ah ouais. On s'est associé avec Pro Nature ici, que les gens vont enregistrer leurs bêtes là, justement, ici à la Tuque. Fait que quand que le chasseur veut l'abandonner, ben Jean-Guy nous appelle, puis nous, on va le récupérer. Je sais qu'il y a certaines boucheries aussi qui font des dons. Là, Oui. à des Chasseurs organismes. généreux. Ouais. Il y a Enric Moisan ici là, qui le fait. C'est ça, tu sais, c'est de donner une partie de ta bête à des gens par Moisson-Morcy, dans le fond, qui vont distribuer la viande à des familles. C'est tellement des gens bon qui de n'ont- l'ours en plus. Ça dépend. Ouais. Tu sais, je dis pas un ours de 350 livres, peut-être Non, que c'est non, raide non. un peu, Ouais, là, non. mais tu sais, moi, comme tu dis, j'ai chassé en pourvoirie cette année l'ours pour la première fois. C'était dans le cadre d'un contrat. Tu sais, j'étais allé là-bas, puis j'ai aimé l'expérience dans un sens où j'aime la chasse. Fait que Ouais, tu sais, c'est j'ai cool. vécu quelque chose. J'ai ramassé un ours d'à peu près 80-90 livres. Succulent. Oui, c'est la grosseur Succulent. là. Ouais, La oui, grosseur c'est là, ça bon, va l'ours. bien. Vraiment, vraiment bon. Puis, sauf que, comme tu dis, je le referais peut-être pas parce que je trouvais, premièrement, que c'est ça, c'est une chasse qui est très shark, là, dans le sens où ta pâte, puis ça finit là. Ça finit. Oui, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que je trouve que dans la pourvoirie, il y avait beaucoup, beaucoup d'ego. Tu sais, comme on parlait de panache tantôt, Ouais, de c'est faire ça. finir Ouais, je son comprends. panache puis de pas manger la viande, ben, tu sais, comme j'ai vu un gars qui a tué un ours de 130, 140 livres, puis il était déçu. Mais tu sais, Ah. t'es déçu parce que t'avais pas l'ours de 300 livres. C'est pas toi qui avais ramassé le gros ours Ouais. de l'année, de la saison dans la pourvoirie. Oui, je comprends ça. Fait que, tu sais, lui, il était comme, tu sais, 140 livres, j'aurais aimé mieux Mais tu sais, c'est pogner comme- le gros. Si tu savais qu'il y avait un gros, tu sais, c'est sur les vigiles. Mais tu sais, ça devient... moi, je suis comme heurté de ça. Moi, j'étais à moi côté, aussi. je Comme suis les pas content, panaches, tu là. sais. Ouais, les moi panaches, tu ne manges pas ton panache. Ben, c'est ça. ça, c'est ça. Tu sais, il va être beau sur ton mur, là, mais c'est tout. Mais c'est la bête qui va t'amener ta viande. Là. Exact. Tu sais, moi, on a chassé leur nez, c'est ça. Tu sais. J'ai jamais chassé. Ça a donné, on a frappé les beaux, tu sais, Ouais. presque 50 pouces, tu sais, les 45, 48, tu sais. Ben, ça a donné que c'était ça qui Mais sortait. c'est tant tu sais. mieux. c'est ça, tu le prends quand Mais c'est tu sais, ça. j'en ai tué aussi des 3 cornes, des 2 cornes, tu sais. Je faisais pas une sélection, moi. C'est la seule chose, C'est par la exemple, sélection naturelle, je pense qu'il faut juste la s'imposer seule à chose ça. sélection que j'ai refusé, tu sais. On arrive là le matin, tu sais, là, je fais une coupe de corps, puis là, whoop, la femelle est là, tu sais. Je viens pour regarder, mais le petit veau était avec. J'ai Ouais, refusé. fais attention. J'ai refusé carrément, mais j'ai pas tué cette année-là parce que j'avais refusé, tu sais. Mais elle, en contrepartie, en tout cas, c'est toute qu'une histoire pareille, parce que, tu sais, elle m'a dit, on s'est comme vu, on s'est regardé vraiment des yeux un instant d'un moment, tu sais. Elle a compris que j'étais quoi, puis moi, j'ai vu qu'elle m'avait vu bien comme il faut. Ben, elle a signalé un cri d'alarme, ça a été terminé. Ah oui. Les bas qui ont jamais grouillé, c'était fini, ils ont déserté le territoire. Là. Tu sais, c'est parce qu'ils savent aussi, les animaux, que Ben c'est oui. le temps de la chasse. Ils Ouais. perdent, tu sais, ils vivent, ils se connaissent, ils sentent leur odeur. Oui, Puis, oui, ben oui, ben oui. Ghislain, il est plus là. Ouais, Tu sais, genre. Ghislain, Ouais, Ghislain, c'est ça. on sent sur- Ghislain, Normand. tu sais, Ouais, toute ouais. la gang, là, à Ouais, l'automne, ça se décime tranquillement. Mais C'est ça. je suis content que vous ayez les valeurs aux bonnes places. Puis je suis content aussi que Oui, c'est important, tu sais. vous ayez une approche positive. Puis aussi que vous voulez éduquer. Je suis vraiment Oui. content de vous avoir reçu. Puis j'espère que ça a été bon pour vous, que ça vous a Ouais. fait. Vraiment. Puis, tu sais, peut-être une petite dernière chose, parlant Ouais. de valeur, tu sais, on a un projet qui s'en vient, puis je pense que c'est bon de le mettre de l'avant. Oui. On va faire un projet, en fait, qui va s'appeler Les Veuves de chasse. OK. C'est un livre qu'on va écrire. Puis on invite les gens qui veulent nous approcher pour ça. Nous, ce qu'on veut faire par rapport à ça, comme femme, veut pas, tu sais, j'essaie de me battre encore une fois dans un autre Vas-y, projet. bats-toi. Mais c'est ça. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que les veuves de chasse ont été partie prenante de toutes les histoires de chasse qu'il y a au Québec. Évidemment. Puis ils n'ont jamais été mis de l'avant, ces femmes-là. Puis pourtant, tu sais, quand l'homme arrivait avec l'ornière à la maison, ben souvent, c'était la femme qui s'en occupait, puis tu sais, qui le préparait, puis qui faisait la bouffe à partir de ça. Fait que j'ai comme but, en fait, de rencontrer 15 femmes. OK.
15 à 20, là, mais tu sais, là, je target à 15 minimum pour raconter leur histoire. Que ces femmes-là soient encore parmi nous ou qu'ils soient parties. À ce moment-là, je vais rencontrer les familles. Mais je veux vraiment 15 histoires pour mettre ces femmes-là de l'avant, mettre leur histoire de l'avant, puis partager une recette qu'ils mettaient dans le couleur de leur homme à chaque année. Leur gros hit pour la chasse. Fait que partager leur recette de chasse, puis mettre vraiment, c'est ça, leur histoire, puis laisser un leg. Ça va être sûrement un one-shot deal. Il n'y aura pas de volume 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça va être un volume. Mm-hmm. Puis c'est ça, juste Je vous le laisser souhaite. l'histoire. Ouais, Ouais. c'est cool, Puis peut-être faire à partir de ça une émission pour présenter vraiment ces femmes-là, puis les mettre de l'avant, puis montrer que la femme est là depuis très longtemps dans l'histoire de la chasse. On restera en contact parce que justement, j'ai entendu une histoire dernièrement de Eliane Gros-Louis, la fille de Théophile, qui était guide justement dans le secteur Triton, qui a tué son premier orignal à 13 ans, Wow. dans la chaloupe, dans le bois. Puis c'est une jeune fille qui allait dans le bois tout le temps. Puis, tu sais, Ben, c'est il y en a exactement beaucoup ça. C'est juste qu'on n'en entend pas parler. Exact. C'était dans le temps des clubs, c'était très masculin, là, dans le Oui, sens. oui, mais il y c'était avait des femmes, là. américanisé. Il y avait les ouais. femmes, ils faisaient la cuisine dans Ben, pas juste ça. dans Il y en le avait club, qui chassaient ils aussi. chassaient. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment ça avec les veuves de chasse qu'on veut mettre de l'avant. On veut vraiment aller chercher leur histoire puis montrer aux gens que ces femmes-là, tu sais, toute leur vie, là, tu sais, souvent, à partir de l'âge de 15, 16, même plus jeunes, se sont battus Ah ouais. pour faire leur place quand même dans le monde de la trappe et de la chasse. Puis c'est ça. Très beau, très inspirant. On pourrait en parler encore pendant Ben oui. Oui. très longtemps. Là, tu sais, Pour terminer, ce serait quoi vos réseaux sociaux? C'est où qu'on peut vous rejoindre? Votre site Internet? Oui, Ouais. ben on a le mayaclothingtannery.com, qui est notre site Internet. Sinon, le 819-523-5050, qui est notre numéro d'entreprise, puis notre numéro à la maison. Exact. Puis aussi au 314 rue Ah ouais, Tessy. Venez nous voir. La semaine, on est ouvert, notre porte est Exact. ouverte. Fait que- Lundi ou vendredi, puis samedi puis dimanche sur appel. Mais venez nous voir, puis ça va vraiment nous faire plaisir de recevoir les gens chez nous, puis de Oui. continuer à partager des belles histoires de chasse. puis de Super. trappe. Mélissa, Alexis, Tiawink, Miigwech, Miigwech. c'est super le fun. Merci.